Bonjour, bienvenue dans Décideurs du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, on va parler des tendances dans l'immobilier tertiaire et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Pospesco, associé au sein du cabinet Bryan Cave Leighton Pessner. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, quels sont les impacts de la crise sur l'immobilier tertiaire? Alors, en matière d'immobilier tertiaire, les impacts de la crise et plus particulièrement les impacts des mesures gouvernementales qui ont été prises à l'occasion de l'état d'urgence sont de deux types. Un premier type d'impact qui concerne les loyers et la commercialisation des locaux commerciaux, et un deuxième type d'impact qui concerne l'investissement et la collecte des fonds. En ce qui concerne les loyers et la perception des loyers, les mesures restrictives qui ont concerné certaines activités, les commerces non essentiels, comme les restrictions au déplacement de la population, ont conduit les locataires essentiellement des commerces, mais aussi dans l'hôtellerie et dans le tourisme, à cesser de payer leur loyer, voire même de demander, pour ceux qui avaient payé d'avance, le remboursement de leur loyer à leur bailleur. Alors par rapport à cette position des locataires, les bailleurs ont accepté en général un abandon des loyers, d'une partie ou de la totalité des loyers pendant la période de confinement, au profit des très petites entreprises, en suivant là les injonctions du gouvernement. Mais ces demandes-là n'ont pas été faites que par des petites entreprises, elles ont été faites par des enseignes nationales, voire internationales. Et par rapport à ces enseignes, les bailleurs ont eu des positions plus mitigées. Elles ont accepté ou un étalement ou un report des loyers sur l'année 2021, mais elles ont rarement accepté un abandon pur et simple des loyers. Il y a un certain nombre de situations qui sont donc devenues contentieuses et les enseignes, principalement, ont saisi les tribunaux pour essayer d'avoir satisfaction. Les moyens qu'elles ont invoqués sont les moyens auxquels on n'avait pas forcément pensé jusqu'à aujourd'hui. Quel type de moyens? Et qui font partie du répertoire de la batterie juridique, c'est la force majeure, l'exception d'une exécution au motif que le bailleur n'aurait pas rempli son obligation de délivrance, l'obligation de renégocier de bonne foi, et lorsque les conditions sont réunies, la possibilité d'invoquer la théorie de l'imprévision. Alors pour l'instant, on a très peu de décisions, quelques décisions de référé, mais qui ne sont pas significatives, et une seule décision de cour d'appel, la cour d'appel de Grenoble, qui s'est prononcée récemment le 5 novembre, dans une affaire où un exploitant de résidence de tourisme avait demandé en justice l'abandon de ses loyers. Il a été débouté de pratiquement de tous ses chefs de demande sur la base. Il évoquait la force majeure, il évoquait l'exception de l'inexécution. Il ne pouvait pas évoquer l'imprévision compte tenu de la date de conclusion du bail, mais la Cour d'appel l'a débouté. Alors c'est pour l'instant une décision isolée, et il va falloir attendre plusieurs mois pour savoir quelle sera la position des tribunaux sur ces sujets-là. En ce qui concerne les bureaux, alors la situation a été plus simple. La réclamation qui a été faite par les locataires a été une mensualisation de leur loyer qui a été acceptée en général par les bailleurs. Et parfois, quand des réductions de loyer ont été demandées, elle s'est accompagnée par un rallongement de la durée du bail. Alors, est-ce que vous avez une vision de ce qui se passe dans d'autres zones géographiques? Est-ce que les tendances qui se dessinent sont les mêmes? Alors, la pandémie n'a épargné aucune zone géographique, et donc les impacts qu'on voit en France et qui sont dus à des mesures restrictives dans le cadre de confinement, on les retrouve à peu près partout dans le monde. La seule différence qu'on peut percevoir, c'est dans la portée des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements. En France, les mesures qui ont été prises ont eu pour objet de neutraliser les sanctions contractuelles ou les voies d'exécution pendant la période de confinement. D'autres pays sont allés plus loin en Europe, et en particulier en Allemagne, où le gouvernement a décidé un abandon d'une partie des loyers pour certains locataires. Alors, ce qui est intéressant du point de vue mondial, c'est de voir ce qui se passe maintenant dans les pays où la pandémie a frappé en premier. Quand on regarde la zone Asie-Pacifique, on se rend compte qu'on commence à avoir une reprise économique. Par exemple, en Chine, en matière commerciale, à peu près 100% des centres commerciaux ont rouvert et ils connaissent un taux de fréquentation égal à 60% de leur taux d'occupation avant le Covid. Donc c'est des chiffres qui peuvent rendre
optimistes, donner de l'espoir, mais sur lesquels il faut rester prudent parce que la situation évolue et on n'est pas certain qu'on pourra revenir que ça dans vienne un délai. pareil en Europe. Exactement. Et s'agissant de l'immobilier de bureau, notamment dans une ville comme Paris ou la région Île-de-France qui concentre de nombreux bureaux, quelles sont les tendances? Alors, le confinement a conduit à un télétravail forcé. Et le télétravail forcé, lui-même, s'est traduit par une double prise de conscience de la part des entreprises. La première prise de conscience, c'est que le télétravail, ça marche. Il y avait beaucoup de réticences du point de vue managérial sur le télétravail et beaucoup de ces réticences ont été levées. La deuxième prise de conscience, c'est que les bureaux, de façon générale, pas seulement en Île-de-France, sont sous-occupés. Le taux d'occupation en temps d'un bureau, c'est entre 60 et 70% de son temps d'occupation total. C'est dû à la période de congé, c'est dû aussi aux déplacements, aux réunions, à tout le temps qu'on ne passe pas dans son bureau. Alors si on ajoute à ce taux d'occupation qui peut paraître assez faible un coût d'occupation des locaux, notamment en région Île-de-France, qui varie entre 5 000 et 18 000 euros par mètre carré et par an en fonction des délocalisations, forcément la tendance est forte pour les entreprises d'essayer de réduire les surfaces. Et d'ailleurs, on observe dans les négociations qui sont actuellement en cours, pour le renouvellement des baux ou pour la conclusion de nouveaux baux, une tendance assez forte à une réduction des surfaces qui peut aller jusqu'à 30 à 40% de la surface précédemment occupée. Alors, est-ce que si cette tendance se poursuit, ça veut dire qu'il y a 30 à 40% de surface de bureaux en trop en région Île-de-France, ce qui serait quand même assez... Vous y croyez? J'y crois. Je crois qu'il y aura une réduction des surfaces, mais je ne pense pas que cette réduction sera aussi importante, dans la mesure où, pour que la réduction de surface fonctionne, il faut qu'elle soit associée à un télétravail systématique, au moins 2 jours par semaine, et qu'elle s'accompagne d'un mode d'utilisation de l'espace partagé, ce qu'on appelle le flex office, c'est-à-dire il faut accepter de partager son poste de travail avec une autre personne qui travaille avec vous. Il n'est pas certain que toutes les entreprises voudront le faire ou pourront le faire compte tenu de leur activité. Donc il y aura certainement une réduction des surfaces qui correspondra aux besoins et au mode d'activité de certaines entreprises, mais ce ne sera pas nécessairement quelque chose qui va se généraliser. Alors pour conclure cet entretien, je vous propose de parler un peu du cabinet Bryan Cave Leighton Pessner. Le cabinet a choisi de créer une véritable task force en immobilier. Quelle est l'ambition affichée justement avec cette task force? Alors, Bryan Cave Leighton Pessner est un cabinet qui est issu de la fusion d'un cabinet américain, Bryan Cave, un cabinet anglais, Berwin Leighton Pessner, qui est intervenu en 2018. Les deux cabinets étaient des acteurs historiques du secteur immobilier. Il y a à peu près 700 avocats sur 1400 au niveau international qui travaillent dans le secteur immobilier. Alors, qui travaillent dans le secteur immobilier, ça ne signifie pas que ce sont des avocats spécialisés en droit immobilier, ce sont des avocats qui font de la fiscalité, du financement, de la propriété intellectuelle, mais qui travaillent soit pour des clients professionnels de l'immobilier comme des investisseurs ou des investisseurs, soit qui travaillent sur des sujets immobiliers pour des utilisateurs. Mais ça représente un nombre très important d'avocats, et donc c'est de façon tout à fait naturelle que lorsque le cabinet fusionné a défini ses objectifs stratégiques, il a fait de l'immobilier un de ces 3 axes de développement, les 2 autres étant le conseil et en fusion-acquisition, et l'autre le contentieux et l'arbitrage. Alors, le développement de bureaux de Paris s'inscrit dans cette logique. Aujourd'hui, à Paris, on a une équipe de 30 avocats dédiés au secteur immobilier. C'est une équipe à la fois pluridisciplinaire et intégrée au service de ses clients. Pierre Popesco, merci d'être passé sur le plateau de Décideurs du droit. Merci à vous. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Décideurs du droit.